Avez-vous déjà songé à pourquoi, malgré le progrès technologique, vous travaillez plus que vos grands-pères et grands-mères et pouvez acheter de moins en moins? Nous avons pris l'habitude de penser que c'est un cours naturel des choses. On nous dit que l'inflation, les crises et les déficits sont une telle inévitabilité que la pluie ou la neige. Mais que dirais-je si je vous disais que c'est un mensonge? Que dirais-je si l'orage économique qui, tous les 10 ou 15 ans, s'abat sur le monde, balayant les économies de la classe moyenne, n'est pas une tempête naturelle, mais un calcul d'ingénierie précis? Vous ne remarquez même pas comment vous payez pour votre propre asservissement. Chaque fois que vous passez votre carte dans un magasin, vous n'échangez pas simplement de l'argent contre un bien. Vous confirmez votre participation au jeu, dont les règles ne sont écrites ni par vous, ni pour vous. À quel moment avons-nous cédé le droit de décider combien vaut notre travail et notre vie? Qui a décidé que vous devez payer un impôt simplement pour exister sur cette terre? On ne l'enseigne pas à l'école, parce que l'école est la première étape de préparation du rouage idéal pour cette machine. Nous vivons dans l'illusion de la liberté, où le choix se réduit à la couleur des papiers peints dans un appartement hypothéqué qui appartient en réalité à la banque. Mais dès qu'on creuse plus profond, dès qu'on s'éloigne de l'écran de télévision et qu'on ouvre les archives, la version officielle de l'histoire commence à se désintégrer en poussière. Plus je creusais, plus le tableau devenait terrifiant. J'ai découvert que nous vivons à l'intérieur d'un mécanisme gigantesque, dont le bouton de redémarrage est enfoncé avec une régularité effrayante. Et aujourd'hui, nous parlerons de la façon dont cette cage a été construite sous notre nez, pendant que nous discutions de politique et regardions des émissions de divertissement. Le plus étonnant dans cette enquête, ce n'est pas l'absence de faits, mais la manière dont ces faits sont habilement dispersés dans le temps et l'espace pour que vous ne voyiez pas l'ensemble du tableau. Si on examine l'histoire d'un seul pays, tout semble logique. Guerre, révolution, réforme. Mais si on prend une carte du monde et qu'on y superpose les dates d'adoption des lois clés, vous verrez une synchronisation effrayante. C'est comme le travail d'un chef d'orchestre qui agite sa baguette, et l'orchestre entre en même temps à Paris, Londres, New York et Berlin. Oubliez ce qu'on vous a dit sur les particularités nationales et la souveraineté. Quand il s'agit de créer des mécanismes de contrôle, les frontières s'effacent. Revenons au début du XXe siècle. Cette époque est habituellement considérée comme une ère de progrès. Mais dans le langage des documents, c'était l'époque du grand enclos de l'humanité. C'est précisément à cette époque, avec une différence de seulement quelques années, que dans les principales puissances mondiales commencent à apparaître des institutions dont l'objectif est d'exproprier à l'homme les vraies valeurs et de les remplacer par des engagements papier. En 1913, aux États-Unis d'Amérique, est créé le système de réserve fédérale. Retenez cette année. Ce n'est pas simplement une réforme bancaire. C'est le moment où l'argent a cessé d'être l'équivalent du travail et est devenu un instrument de dette. Mais le plus intéressant, c'est que des processus similaires se déroulaient aussi en Europe. La centralisation financière se faisait partout, comme selon le même manuel. Comme si quelqu'un d'invisible avait décidé que l'époque du libre-échange et de l'étalon or, quand un homme pouvait accumuler une richesse et devenir indépendant, devait prendre fin. Nous entendons souvent le mot « crise », mais décomposons ce que c'est vraiment. En grec, cela signifie « décision », point de bascule. Mais dans l'économie moderne, la crise est une procédure de tonte des moutons. Regardez le graphique des récessions globales sur les 100 dernières années. Elles se produisent avec une précision mathématique, comme si quelqu'un consultait un calendrier. Tous les 10 ou 12 ans, le système inspire et expire. À l'inspiration, on vous accorde des crédits bon marché, on crée l'illusion de la prospérité, on encourage la consommation. Vous vous détendez, vous prenez une hypothèque, vous développez votre entreprise. Et puis arrive l'expiration.
Le bouton Reset est enfoncé. Les taux montent, la liquidité disparaît, et tout ce que vous avez accumulé passe dans les mains de ceux qui ont le doigt sur le bouton. Ce n'est pas une erreur du marché, c'est sa fonction de base. La Grande Dépression aux États-Unis d'Amérique, l'hyperinflation dans la République de Weimar, les réformes confiscatoires en Europe de l'Est. Les décors sont différents, mais le scénario est unique. On vous prend vos ressources pour vous rendre dépendant. Car un homme indépendant est difficile à contrôler. On ne peut pas le menacer de licenciement, on ne peut pas l'effrayer avec la faim. C'est pourquoi la première tâche du système de contrôle est de détruire l'autonomie. Si nous regardons dans le passé, au XIXe siècle et avant, nous verrons un monde qui aujourd'hui semble de la science-fiction. C'était un monde où un homme pouvait construire sa maison de ses propres mains, et il n'avait pas besoin d'obtenir 33 autorisations pour cela. C'était un monde où vous pouviez soigner des gens si vous saviez le faire, et vous n'aviez pas besoin d'une licence d'un monstre bureaucratique. Nous avons pris l'habitude de penser que les licences et les autorisations ont été introduites pour notre sécurité. On nous dit « Comment sinon, les maisons s'effondreraient et les médecins tueraient ?» Mais c'est une substitution de concept. La statistique montre que la bureaucratie ne garantit pas la qualité. Elle garantit le monopole. L'introduction d'un licenciamento strict dans tous les domaines de la vie, qui a commencé massivement au début du XXe siècle dans le monde entier, poursuivait un seul objectif: éliminer les superflus et créer une pénurie artificielle. Quand vous interdisez à la grand-mère de vendre des pâtisseries sans certificat de conformité, vous ne vous souciez pas de la santé de la nation. Vous éliminez un concurrent pour le grand réseau commercial. Vous forcez l'homme à ne pas produire, mais à consommer. Vous transformez le créateur en client. Faites attention à la façon dont le langage a changé. Avant, l'homme avait un droit. Le droit de respirer, le droit de marcher sur la terre, le droit de construire un logement. Maintenant, nous avons une autorisation. Sentez-vous la différence? Le droit, c'est ce qui vous appartient de naissance. L'autorisation, c'est ce qu'on vous donne temporairement et qu'on peut vous retirer à tout moment pour mauvaise conduite. Nous vivons dans un monde où l'existence même est devenue un service payant. Vous payez l'impôt foncier. Réfléchissez à l'absurdité de cette phrase. Vous avez acheté une maison. Vous avez payé de l'argent sur lequel la taxe a déjà été payée, mais vous continuez à payer au gouvernement un loyer pour qu'il daigne permettre à cette maison de se tenir sur son territoire. Si vous cessez de payer, on vous prendra la maison. Alors, qui possède vraiment votre propriété? Vous ou le système qui vous laisse simplement tenir les clés tant que vous êtes solvable? C'est précisément cette piège systémique qu'on a construite pendant des décennies. Brique par brique, loi par loi. On nous a habitués à l'idée que sans le collier étatique, nous péririons. On nous a convaincus que la liberté est dangereuse. Et le plus terrifiant, c'est que nous y avons cru. Nous avons nous-mêmes tendu les mains pour les menottes, parce qu'on nous a promis la sécurité et la stabilité. Mais comme le disait l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, celui qui échange la liberté contre la sécurité ne reçoit ni l'un ni l'autre. Regardons la vérité en face. De telles coïncidences aléatoires à cette échelle n'existent simplement pas. Si nous parlions d'un développement naturel de la société, les lois et règles dans différentes parties du monde différeraient autant que les cuisines nationales ou les langues. Mais nous voyons une unification effrayante qui a commencé il y a environ 100 ans et continue jusqu'à présent. Cela ressemble à ce que les gouvernements de différents pays, qui publiquement peuvent se disputer et même se faire la guerre, derrière des portes fermées lisent la même instruction d'exploitation de la population. L'exemple le plus frappant de création d'une piège systémique est la réforme de l'éducation qui a balayé le monde entier à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Nous avons pris l'habitude de considérer que l'éducation scolaire obligatoire universelle est un grand bienfait, un don de la civilisation. Mais posons une question gênante. Quel était le véritable objectif de la création de ce système?
Le modèle, que presque tous les pays de la Japon aux États-Unis d'Amérique ont copié, s'appelait initialement prussien. Son objectif, ouvertement déclaré par les fonctionnaires prussiens de l'époque, n'était pas de former des penseurs ou des créateurs. L'objectif était de créer des soldats obéissants et des ouvriers d'usine disciplinés, qui savent exécuter les ordres au son de la cloche et ne posent pas de questions superflues. Avant l'introduction de ce système, l'éducation était chaotique, mais elle était diverse et orientée vers la transmission de compétences réelles. Les enfants apprenaient des parents, des maîtres, des mentors. Ils acquéraient des compétences nécessaires à la vie, à la création de produits. Le nouveau système, introduit de manière synchrone dans le monde entier, a remplacé la transmission de compétences par l'apprentissage par cœur de faits abstraits. Il a retiré les enfants des familles et les a placés dans un environnement artificiel, où la compétence principale devient la capacité à rester assis calmement et à répéter ce que dit l'autorité au tableau. C'était la première étape du conditionnement psychologique. On habituait l'homme dès l'enfance à l'idée que la vérité se trouve uniquement dans le manuel approuvé, et non dans son propre expérience ou ses observations. C'est ainsi qu'était formé le consommateur idéal et le contribuable, incapable d'analyse critique et qui fait plus confiance aux experts qu'à ses propres yeux. C'est précisément la perte de la foi en soi qui est devenue la base pour l'étape suivante de la construction de la cage, la monopolie médicale et technologique. Regardez l'année 1910. Aux États-Unis d'Amérique sort le soi-disant rapport d'Abraham Flexner. Ce document, financé par les plus grands banquiers de l'époque, a complètement refait la carte de la médecine, non seulement en Amérique, mais par la suite dans le monde entier. Avant ce moment, il existait une immense diversité de méthodes de traitement. Naturopathie, homéopathie, traitement par les herbes, thérapie manuelle. Les médecins se concurrençaient les uns les autres et le critère de succès était la guérison du patient. Le rapport Flexner a déclaré toutes les méthodes non basées sur la pharmacologie et la chirurgie comme de la charlatanerie. Des centaines d'écoles de médecine ont été fermées. La pratique a été interdite à des milliers de médecins. Une monopolie stricte de la médecine allopathique a été créée, qui s'intégrait parfaitement dans le modèle d'affaires des géants pharmaceutiques naissants. On a convaincu l'homme que son corps est un mécanisme défectueux, que seul un ingénieur certifié peut réparer à l'aide de pilules synthétiques. La santé a cessé d'être une responsabilité personnelle et un état de l'organisme. Elle s'est transformée en marchandise qu'il faut acheter par abonnement toute la vie. Ce modèle a été instantanément exporté en Europe et dans d'autres régions. Comment cela est-il possible sans un centre unique de commandement? Une autre preuve de l'artificialité de notre monde est le concept d'obsolescence programmée. En 1924, à Genève, ville pacifique et neutre, se sont réunis des représentants des plus grands fabricants de lampes électriques du monde entier. Cet événement est entré dans l'histoire sous le nom de cartel Phébus. Ils n'ont pas discuté de la façon d'améliorer les ampoules ou de les rendre plus durables. Au contraire, ils ont convenu de réduire artificiellement la durée de vie de l'ampoule à incandescence de 2500 heures à 1000 heures. Celui qui violait cette règle et produisait un bien trop qualitatif était amendé. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait économique documenté. Pour la première fois dans l'histoire, le génie ingénieriel a été dirigé non pas vers l'amélioration du produit, mais vers son dégradation, pour obliger le consommateur à payer encore et encore. Ce principe est aujourd'hui intégré à tout, de votre smartphone à la voiture et aux vêtements. On nous a enfermés dans la roue de hamster de la consommation, où nous sommes forcés de courir et de gagner de plus en plus, seulement pour remplacer des choses qui devaient nous servir pendant des décennies. Nous pensons que c'est le progrès et le renouvellement, mais en réalité, c'est un impôt sur la dépendance technologique. Parallèlement à cela, se déroulait une opération linguistique subtile
de substitution de concepts dans le domaine des lois et des finances. Notez comment, au début du XXe siècle, presque dans tous les pays développés, est introduit simultanément l'impôt sur le revenu. Initialement, on le présentait comme une mesure temporaire pour les besoins militaires ou comme un impôt seulement pour les super riches. Mais, comme on le sait, il n'y a rien de plus permanent que les mesures gouvernementales temporaires. L'introduction de l'impôt sur le revenu a fondamentalement changé les relations entre le citoyen et l'État. Avant cela, l'homme possédait les fruits de son travail à 100%. L'État pouvait taxer le commerce, les douanes, mais pas le travail lui-même. Avec l'introduction de l'impôt sur le revenu, l'idée a été légalisée que l'État est copropriétaire de votre temps et de vos efforts par droit de cuissage. Vous travaillez, mais une partie de votre vie ne vous appartient plus. Dans les documents de cette époque, commence à se produire un déplacement du concept de citoyen vers le concept de personne physique. Le citoyen, c'est celui qui institue l'État. La personne physique, c'est une unité comptable, un objet d'imposition et de régulation. Cette substitution s'est produite discrètement dans les bureaux des juristes, mais elle a transformé des êtres vivants en âmes mortes de la machine bureaucratique. Et, enfin, l'argent, ce qui lie tous ces mécanismes ensemble. Jusqu'aux années 30 du siècle dernier, l'argent dans la plupart des pays était adossé à l'or ou à l'argent. Cela signifiait que les banquiers et les politiciens ne pouvaient pas les imprimer autant qu'ils le voulaient. L'étalon or était un frein à l'expansion infinie du pouvoir. Mais dans les années 30, pendant la Grande Dépression, que de nombreux économistes considèrent comme artificiellement provoqué, ce frein a été arraché. En 1933, aux États-Unis d'Amérique, a été émis un décret de confiscation de l'or auprès de la population. On a forcé les gens à remettre leurs vraies économies en échange de reçus papier. Partout en Europe se déroulaient des processus similaires d'abandon de l'or, de dévaluation et de transition vers les monnaies fiat, monnaie garantie seulement par la parole honnête des dirigeants. C'était le moment où l'économie s'est détachée de la réalité physique et a décollé vers le monde des abstractions mathématiques, si faciles à manipuler. Nous avons cessé d'échanger des valeurs et avons commencé à échanger des dettes. Le système de contrôle a été construit. Les murs de la cage ont été érigés. À qui cela profite ? C'est la question principale de tout enquêteur. Et dans notre cas, la réponse est à la surface, simplement cachée derrière des montagnes de termes économiques complexes. Si on enlève la paille, le système dans lequel nous vivons n'a pas été créé pour la prospérité de la société, mais pour pomper les ressources réelles, terre, sous-sol, temps et travail, dans les mains d'un petit groupe de personnes qui contrôlent la machine à imprimer. Décomposons le plus grand tour de magie dans l'histoire de l'humanité qui s'est produit le 15 août 1971. Ce jour-là, le président des États-Unis d'Amérique, Richard Nixon, a annoncé la suspension temporaire, comme il l'a dit à l'époque, de la convertibilité du dollar en or. Cette décision temporaire est devenue une sentence éternelle pour l'économie mondiale. Avant ce moment, l'argent était encore d'une certaine manière lié à la réalité physique. Un banquier ne pouvait pas imprimer 1 million de dollars s'il n'y avait pas d'or correspondant dans le coffre. Mais après l'année 71, l'argent s'est transformé en pure fiction, en chiffres sur un écran qu'on peut générer infiniment. Et c'est précisément à partir de ce moment que commence la croissance explosive de la dette mondiale et le clivage catastrophique de la société. Regardez les graphiques. Avant le début des années 70, la croissance de la productivité du travail et la croissance des salaires allaient main dans la main. Si un ouvrier produisait plus, il en recevait plus. Mais après l'abolition de l'étalon or, ces lignes divergent à jamais. La productivité continue de croître. Les gens travaillent plus efficacement grâce aux technologies. Mais leurs revenus réels stagnent ou chutent. Où va la différence ? Elle va à ceux qui créent de l'argent à partir de rien. C'est cela, l'étranglement économique, dont on ne parle pas dans les actualités.
L'inflation n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un impôt caché. Quand la Banque centrale imprime des trillions d'argent non couverts, elle vole le pouvoir d'achat à chacun qui garde des économies en devises. Imaginez que vous avez un lac d'eau et que vous possédez un seau de cette eau. Si quelqu'un verse dans le lac autant d'eau la nuit, votre seau n'a pas disparu, mais la concentration de la substance utile dedans a diminué de 2 fois. Vos argent fond pendant que vous dormez. C'est le crime parfait, parce que la victime ne voit pas le voleur et ne comprend même pas le moment du vol. Vous venez simplement au magasin et voyez que le lait a augmenté de prix. Vous blâmez l'agriculteur, la sécheresse, la logistique, le vendeur avide. Mais vous ne regardez jamais le vrai coupable, celui qui a dévalué votre travail en allumant la machine à imprimer. Cela rend l'accumulation de capital pratiquement impossible pour l'homme ordinaire. Le système vous force à dépenser tout ce que vous avez gagné ici et maintenant parce que demain, ces argents vaudra moins cher. Cela crée une société de consommateurs idéaux, vivant au jour le jour, sans coussin de sécurité et donc complètement contrôlable. Mais si priver l'homme d'épargne est peu, il faut le mettre en chaîne de dettes. Et ici entre en scène l'hypothèque. Le mot même hypothèque a des racines profondes et en traduction du français signifie gage mort ou engagement jusqu'à la mort. Au milieu du XXe siècle, pour acheter une maison, une famille moyenne devait travailler 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, ce délai s'est étiré sur des décennies. Pourquoi le logement est-il devenu si cher? Pas parce que les briques sont devenues de l'or, mais parce que la disponibilité de crédits bon marché et long a fait exploser les prix. Les banques ont inondé le marché d'argent non couvert, et les vendeurs d'immobilier ont simplement augmenté les prix, sachant que la banque paiera quand même. En fin de compte, gagne la banque qui reçoit les intérêts et le promoteur qui reçoit des surprofits. Et vous perdez. Vous, en substance, louez votre propre vie au système financier, en lui payant un tribut pendant 30 ans. L'hypothèque, c'est la forme moderne du servage. Le serf ne pouvait pas quitter la terre du propriétaire, et l'homme moderne ne peut pas quitter son lieu de travail, qu'il déteste peut-être, parce qu'il doit payer son hypothèque. C'est le mécanisme idéal de contrôle social. L'ouvrier effrayé par sa dette ne fera pas grève, ne demandera pas d'amélioration des conditions de travail. Il se taira et acceptera tout, pour ne pas perdre sa source de remboursement. Regardons la structure du monde corporate. On nous parle de marché libre et de concurrence. Vous entrez dans un supermarché et voyez des centaines de marques, des noms différents, des emballages différents, des couleurs différentes. L'illusion du choix frappe l'imagination. Mais si vous retournez les emballages et regardez qui possède ces marques, vous découvrirez que pratiquement toute l'industrie alimentaire mondiale est contrôlée par 10 géantes multinationales. Il en va de même pour les médias, la pharmacie, les finances. Cela s'appelle oligopole, le pouvoir des quelques-uns. Ces structures sont si énormes qu'elles ne jouent plus selon les règles du marché, elles les écrivent elles-mêmes. Elles font du lobbying pour des lois qui étouffent les petites entreprises, avec des normes impossibles et des taxes, déblayant le terrain pour elles-mêmes. Rappelez-vous la crise de 2008. Quand la bulle immobilière a éclaté, qui a souffert? Les gens ordinaires ont perdu leur maison. Les petites entreprises ont fait faillite. Et les géantes banques et corporations ont reçu de l'aide de l'État aux frais des contribuables. Les profits sont privatisés et les pertes nationalisées. C'est la règle d'or de l'économie moderne. Le bouton Reset fonctionne de manière sélective. Il efface vos économies, mais sauve les actifs de l'élite. Un autre élément important de la piège, c'est le modèle économique d'abonnement. Avez-vous remarqué comment le droit de propriété disparaît de notre vie? Avant, vous achetiez un disque avec de la musique et il était vôtre pour toujours. Maintenant, vous payez pour un service de streaming et si vous cessez de payer, la musique disparaît. Vous achetez un logiciel, mais ce n'est pas un achat, c'est une location de licence.
Les constructeurs automobiles introduisent déjà l'abonnement au chauffage des sièges dans votre propre voiture. Le monde se dirige vers le concept « vous n'aurez rien à vous et vous serez heureux ». Mais c'est un mensonge. Vous serez dépendant. Si vous ne possédez rien, vous êtes complètement à la merci de celui qui vous fournit le service. On peut vous déconnecter du système de subsistance d'un clic si votre score social ou votre comportement ne plaît pas au fournisseur. C'est un retour au féodalisme, mais à un nouveau niveau technologique. Nous nous transformons de citoyens en utilisateurs, dont les droits sont énoncés dans le contrat d'utilisation que personne ne lit et que l'on peut modifier à tout moment d'un ordre unilatéral. L'argent devient un instrument qui programme le comportement. Les monnaies numériques des banques centrales, qui sont actuellement activement développées et mises en œuvre dans le monde entier, deviendront l'accord final de cette symphonie de contrôle. Ce seront des monnaies qui ont une date de péremption, des monnaies que l'on peut dépenser seulement sur certains biens, des monnaies qu'on peut bloquer si vous sortez des limites permises. Les crises que nous observons sont des étapes de transition vers ce nouveau modèle. Chaque crise détruit une partie du vieux monde, où il y avait de l'argent liquide, le petit business et la propriété privée, et construit une partie du nouveau monde, numérique, centralisé et totalement contrôlé. En 1929, la Grande Dépression a détruit les fermiers et les entrepreneurs indépendants, poussant tout le monde en ville et aux usines. En 2008, la crise financière a détruit la classe moyenne et forcé les États à s'endetter éternellement auprès des banques. La crise de l'année 20 et les événements suivants détruisent le petit business et le secteur des services, transférant tout en ligne sous le contrôle des plateformes numériques. La logique est de faire concentration des ressources, destruction de la concurrence, création d'une dépendance totale. Nous regardons le chaos et pensons que le monde a perdu la raison. Mais ce chaos est géré. C'est la démolition d'un vieux bâtiment avant la construction d'un nouveau. Et dans ce nouveau bâtiment, à en juger par les plans, pour nous ne sont prévus pas des appartements, mais des cellules. Le monde changeait imperceptiblement, goutte à goutte. Mais à un certain moment, la quantité s'est transformée en qualité. Nous sommes arrivés à la culmination, à ce moment précis où la piège, construite pendant des décennies, s'est enfin refermée. Si auparavant il s'agissait d'argent et de loi, maintenant, le contrôle est passé au niveau physique, au niveau des besoins de base et des droits. Rappelez-vous le fermier du 19e siècle. Il avait la terre, l'eau, les semences, les connaissances. Il pouvait survivre à n'importe quelle crise parce qu'il était autonome. Et maintenant, regardez l'habitant urbain moderne. Il vit dans une boîte de béton qu'il n'a pas construite. Il boit de l'eau qu'on lui fournit par des tuyaux. Il mange de la nourriture que quelqu'un a cultivée, transformée et emballée à des milliers de kilomètres de lui. Si demain on coupe l'électricité et Internet, cet homme se retrouvera impuissant comme un nourrisson. Nous avons volontairement cédé notre autonomie en échange du confort. Et maintenant, ce confort est devenu une laisse. Le coup le plus terrifiant a été porté non pas au portefeuille, mais aux connaissances. On nous a privés de la compréhension de comment fonctionne le monde autour de nous. Nous savons utiliser l'iPhone, mais nous ne savons pas réparer une prise ou cultiver des pommes de terre. Nous sommes des maîtres de la consommation, mais des profanes complets dans la création. C'est précisément cette perte de compétences dont j'ai parlé au début. L'éducation, la médecine, les technologies, tout cela s'est transformé en boîte noire, dans laquelle on nous interdit de regarder à l'intérieur. Et cette boîte appartient aux corporations. N'est-ce pas la prison idéale où les prisonniers ne comprennent même pas qu'ils sont derrière les barreaux parce que les murs sont invisibles? Mais l'élément principal de cette nouvelle réalité, c'est la transition de la propriété à l'utilisation. Vous avez entendu ces slogans: économie du partage, consommation écologique, pourquoi acheter si on peut louer? Ça sonne beau et moderne.
Mais en réalité, cela signifie la privation totale de la base matérielle de l'homme. Quand vous n'avez pas de propriété, vous n'avez pas de droit. Le locataire peut être expulsé. L'utilisateur peut être bloqué. L'abonné peut être déconnecté. Nous nous dirigeons rapidement vers un monde où même votre corps peut devenir objet d'abonnement. Santé, accès au transport, possibilité de voyager, tout cela est lié à un profil numérique. Et si ce profil ne correspond pas aux standards du système, vous disparaissez simplement de la société. Rappelez-vous comment les villes ont changé. Avant, la rue appartenait aux gens. On y commerçait, on communiquait, les enfants jouaient. Maintenant, la rue, c'est une zone de transit pour les voitures et les coursiers. Les espaces publics sont contrôlés par des caméras de reconnaissance faciale. Chaque pas que vous faites, chaque achat, chaque like sur les réseaux sociaux est enregistré et analysé. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est le modèle économique des big data. Vous n'êtes plus un client, vous êtes la marchandise. Votre attention est vendue aux annonceurs. Votre comportement est prédit par des algorithmes. Et le plus terrifiant, c'est que nous avons nous-mêmes accepté cela, en cochant la case dans un autre contrat d'utilisation, juste pour télécharger une application gratuite avec des masques pour chats. La crise de l'année 2020 est devenue la répétition générale de la nouvelle normalité. Réfléchissez. En quelques semaines, le monde, qui semblait immuable, s'est arrêté. Les frontières se sont fermées, les avions ont atterri, le petit business a été détruit. Mais qui a gagné? Les géants numériques, les services de livraison, les corporations pharmaceutiques. Leurs revenus ont explosé vers les cieux pendant que des millions de personnes perdaient leur travail. C'était une démonstration de force. Regardez, nous pouvons éteindre votre économie comme une ampoule et la rallumer, mais déjà à nos conditions. C'est précisément à ce moment qu'a eu lieu la plus grande pompe de richesse dans l'histoire, de la classe moyenne vers les élites ultra riches. C'est cela la bouton Reset en action. Maintenant parlons du futur qu'on nous prépare, de la soi-disant 4e révolution industrielle. On nous promet un monde où les robots travailleront et les gens jouiront de la vie. Mais l'histoire nous enseigne que les élites ne partagent jamais les ressources juste comme ça. Si les robots remplacent les ouvriers, à quoi servent les ouvriers eux-mêmes? À quoi sert une masse de gens qui ne produisent rien et consomment seulement les ressources de la planète? C'est ici que se cache le scénario le plus sombre. Contrôle numérique, score social, revenu universel de base. Ce sont des instruments de gestion des gens superflus. On vous donnera exactement de quoi ne pas mourir de faim. Mais en échange, on prendra tous les restes de liberté. Vous vivrez en réalité virtuelle, parce que la réalité réelle deviendra trop chère pour vous. Regardez l'agriculture. Dans le monde entier, se déroule une attaque contre les fermiers. Sous prétexte de lutte contre le changement climatique, on introduit des taxes sur le bétail, on interdit les engrais, on saisit les terres. Aux Pays-Bas, au Canada, en Irlande, les fermiers sortent manifester parce qu'ils comprennent. On les détruit en tant que classe. L'objectif, transmettre la production de nourriture aux mains de quelques méga-corporations qui nous nourriront de protéines synthétiques et de produits génétiquement modifiés. Le contrôle sur la nourriture, c'est le pouvoir absolu. Celui qui tient la main sur le robinet de l'alimentation dicte n'importe quelle condition. Et cela se produit ici et maintenant, sous nos yeux. La cage ne s'est pas refermée quand on a introduit les confinements. Elle s'est refermée quand nous avons cessé de poser des questions. Quand nous avons accepté que la sécurité est plus importante que la liberté. Quand nous avons cru que l'expert à la télévision sait mieux ce dont nous avons besoin que nous-mêmes. Nous avons délégué la responsabilité de notre vie à l'État et aux corporations. Et maintenant, ils nous présentent la facture. Et cette facture, c'est notre âme.
Nous nous sommes transformés des maîtres de la Terre en personnel qui entretient un mécanisme complexe de l'économie globale. Nous sommes une ressource, une pile qu'on utilise tant qu'elle donne de l'énergie et qu'on jette quand elle est vide. Le système est construit de telle sorte qu'il est presque impossible d'en sortir seul. Vous ne pouvez pas simplement aller dans la forêt, parce que la forêt aussi appartient à quelqu'un. Et allumer un feu là-bas est interdit. Vous ne pouvez pas refuser l'argent, parce que sans lui, vous n'achèterez même pas de pain. Vous êtes pris dans un filet d'obligations, de dettes et de règles. Mais la prise de conscience du problème, c'est déjà la moitié de la solution. Pendant que nous dormons, ils construisent. Mais dès que nous nous réveillons et commençons à voir la grille, nous avons une chance de trouver la sortie. Et cette sortie n'est pas là où les flèches nous indiquent. Il semble qu'il n'y ait pas de sortie, n'est-ce pas? Nous avons peint un tableau si sombre et si englobant qu'on a envie simplement de fermer les yeux et de dire « Que ce soit comme ça, je suis un petit homme, je ne décide de rien ». Mais c'est précisément sur cette réaction que comptaient les architectes du système. Plus que tout au monde, ils craignent non pas une révolte avec des fourches et des torches. Une révolte est facile à réprimer ou à prendre en tête, en la transformant en un autre spectacle. Ils craignent que vous cessiez d'avoir peur et commenciez à penser. Ils craignent le moment où des millions de personnes réaliseront soudain que le roi est nu et que les murs de la prison sont dessinés à la craie sur l'asphalte. Toute cette construction grandiose que l'on bâtissait depuis des siècles repose sur un seul et unique fondement, sur votre foi en elle. Nous croyons qu'un bout de papier avec le portrait du président a de la valeur. Nous croyons que l'homme en costume cher a le droit de nous dire comment vivre. Nous croyons que sans autorisation d'un fonctionnaire, nous n'avons pas le droit de construire une remise sur notre propre terre. Mais dès que la foi disparaît, dès que nous commençons à poser des questions, la magie se dissipe. Nous vivons dans une gigantesque décoration que nous prenons pour la réalité. C'est similaire à The Truman Show, où tout le monde autour du héros principal, c'est un plateau de tournage, et tous les amis et voisins, des acteurs. La différence est seulement que dans notre show, il n'y a pas de réalisateur assis sur la lune. Le système fonctionne déjà en mode automatique, se reproduisant lui-même. Le bureaucrate produit des papiers non pas parce qu'il est un méchant, mais parce que l'instruction exige un rapport. Le banquier accorde un crédit non pas par haine, mais parce que c'est l'algorithme du profit. Nous sommes tous devenus des otages d'un mécanisme qui est sorti du contrôle de l'humanité et fonctionne exclusivement pour maintenir sa propre existence. Cette machine dévore les ressources de la planète et le temps de nos vies, pour produire des chiffres sur les comptes et des rapports sur la croissance du PIB. Mais le PIB, ce n'est pas le bonheur, pas la santé et pas le sens de la vie. C'est simplement un indicateur de la vitesse à laquelle nous transformons la nature en ordure. Alors qu'est-ce que le bouton Reset en réalité? Ce n'est pas simplement une crise économique ou un changement de monnaie. C'est le moment de vérité. C'est le point de bifurcation. Quand les anciennes règles cessent de fonctionner et l'avenir devient malléable. Eux, les élites, utilisent ce moment pour serrer les vis et réécrire le contrat social en leur faveur, comme ils l'ont fait en 1913, en 1971 et en 2008. Mais ce même moment de chaos, c'est notre chance de prendre l'initiative. Si nous comprenons comment fonctionne le schéma, nous pouvons cesser d'être son carburant. Le premier pas vers la liberté, c'est le refus de participer à leur jeu selon leurs règles. Ce n'est pas un appel à aller vivre dans des grottes, c'est un appel à retrouver votre compétence. Apprenez à faire quelque chose de réel avec vos mains. Cultivez de la nourriture, réparez une chaise, cousez des vêtements. Chaque action que vous accomplissez vous-même
en contournant la corporation et les impôts, c'est un acte de résistance. Créez des liens horizontaux. Connaissez vos voisins. Unissez-vous en communauté. Échangez des services et des biens directement. Le système craint les communautés. Il aime les individus atomisés, le nez rivé sur leurs écrans. Quand les gens s'unissent, ils deviennent une force impossible à ignorer. Arrêtez d'alimenter le monstre avec votre attention. Éteignez la télévision. Désabonnez-vous des chaînes d'information infinies qui vendent la peur. La peur, c'est l'instrument principal de contrôle. Tant que vous craignez l'avenir, vous êtes facilement contrôlable. Mais si vous êtes confiant en vos compétences et en les gens autour de vous, la peur recule. Investissez en vous, en votre santé et en votre éducation, et non dans de nouveaux gadgets qui deviendront obsolètes en un an. La vraie richesse, ce n'est pas les chiffres sur un compte bancaire qu'on peut annuler en une seconde. La vraie richesse, ce sont vos connaissances, votre santé, votre famille et votre réputation dans la société. C'est ce qu'on ne peut pas vous enlever par dévaluation ou par loi. Nous sommes au seuil de changements grandioses. L'ancien monde s'effondre, c'est évident. Le modèle économique basé sur la dette infinie est mathématiquement condamné. La question n'est pas de savoir s'il s'effondrera ou non. La question est de savoir ce qui lui succédera. On nous prépare un camp de concentration numérique avec revenus de base et score social, où la liberté de volonté sera considérée comme un atavisme. Mais ce scénario n'est pas prédéterminé. L'avenir n'est pas écrit. Il se crée en ce moment même, par chacun de nos choix. Quand vous prenez un crédit pour un objet inutile, vous votez pour l'esclavage. Quand vous soutenez un fermier local ou un artisan, vous votez pour la liberté. Quand vous acceptez sans réfléchir de nouvelles restrictions pour une sécurité illusoire, vous construisez les murs de votre cellule. Quand vous posez une question gênante, vous faites une fissure dans le mur. La plus grande mensonge qu'on nous a inculqué, c'est que nous sommes impuissants, que rien ne dépend de nous. Mais le système dépense des trillions de dollars en propagande et en contrôle précisément parce qu'il connaît la force de notre conscience. Si nous étions vraiment personne, il n'aurait pas besoin de nous tromper si minutieusement. Nous sommes les créateurs de cette réalité. Nous, de nos propres mains, construisons leurs palais et combattons dans leurs guerres. Si nous nous arrêtons simplement et disons non, tout leur pouvoir s'effondrera comme un château de cartes. Regardez-vous dans le miroir. Il y a la seule personne qui peut vous sauver. Aucun politicien, aucun leader, aucun messie ne viendra et ne rendra votre vie meilleure. Le sauvetage des noyés est l'affaire des mains des noyés eux-mêmes. L'histoire est cyclique, mais nous pouvons rompre ce cercle. Nous pouvons construire une société fondée non sur l'exploitation et la dette, mais sur la création et l'entraide. Mais pour cela, il faut se réveiller.